Qu'est-ce que ça nous dit? Le fait que le marché britannique ne se tende pas alors que la Première ministre, après à peine 45 jours, s'en va. C'était assez anticipé, on a vu que la BOE pouvait être encore là. Mais ce qui est assez positif, c'est comme vous dites, c'est qu'à chaque fois, tout le monde tape sur l'Europe. Bon, pour une fois, c'est le Royaume-Uni. Et ce qui est assez intéressant, c'est que post-Brexit, l'Union européenne et surtout l'Europe en sort assez quand même grandi. Là, on aurait pu penser que ça aurait pu déraper sur les taux souverains en Europe, bon, même si les taux se tendent, mais ça c'est plus lié à la problématique d'inflation, je pense, que mauvaise politique budgétaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, en zone euro, on a parlé pour la crise énergétique, peut-être des emprunts collectifs. Tout de suite, vous savez, il y a toute la problématique de défragmentation. On voit que finalement, être dans la zone euro, c'est pas si mal au final, parce qu'on aurait pu penser que, regardez, depuis tout ce qui se passe en Angleterre, au Royaume-Uni, finalement, la dette italienne n'est pas partie dans le décor. On est à 4,75. Depuis tout l'épisode, les dettes françaises, allemandes sont en train de monter. La dette italienne, le BTP, lui, ne bouge plus trop. Donc on se dit, c'est quand même pas si mauvais d'être tout ça. On voit aussi au niveau de la France, Bruno Le Maire et même le président de la République a continué de dire, il n'y aura pas de dérapage budgétaire au moins. On prend l'exemple de l'Angleterre. Donc clairement, ça pourrait être un risque. Aujourd'hui, le marché ne le joue pas. Clairement, on voit que les taux ne dérapent pas. On voit que les taux, on en reparlera après, s'ils remontent en ce moment, se tendent. C'est pas, je pense, pour une mauvaise politique budgétaire. Je pense que c'est plus lié à l'inflation. Mais en effet, ce qui se passe, qui arrive au Royaume-Uni, pourrait achever de convaincre un certain nombre de gouvernements, peut-être aussi le futur gouvernement italien qu'on attend toujours, de rester dans le sérieux budgétaire. Ça pourrait être l'un des effets, ce qui est en train d'arriver au Royaume-Uni, alors que l'Italie se cherche toujours un ministre des Finances. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas de nouveau gouvernement en Italie. C'est que Giorgia Meloni, la future première ministre, pour l'instant, n'arrive pas à trouver de ministre de l'économie. Mais on imagine que ce qui arrive aux Britanniques pourrait la convaincre en effet de choisir un homme plutôt sérieux pour éviter que ce qui arrive aux Britanniques ne fasse contagion sur l'Italie. C'est ce qu'on a vu en Angleterre. Elle a tout de suite changé de ministre qui ne la soutenait vraiment pas. Et tout de suite, c'est ce qui a permis notamment au taux UK de se détendre outre l'intervention de la BO. Donc clairement, ça sera un stress, je pense, pour 2023, mais je pense que la crise souveraine qu'on a eue dans les années 2012-2013, où tout le monde pensait Brexit, rappelez-vous, Italie, exit, toutes ces choses-là, c'est fini. Il ne faut pas oublier notamment que la BCE fait un bon travail. Aujourd'hui, il y a des mécanismes européens de solidarité. L'Allemagne, je pense, a mis beaucoup d'eau dans son vin, parce que l'Allemagne, je pense que c'est le premier pays qui va souffrir de la crise énergétique. Donc non plus, l'Allemagne ne fait pas non plus, va pas être aussi difficile que pendant la crise de 2012, où vous voulez la sortie de la Grèce. Je pense qu'on a, j'espère, retenu la leçon, et c'est pour ça que les taux souverains, en tout cas l'écartement entre pays allemands et les pays périphériques, ne s'écartent plus du tout depuis la crise anglaise, et c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est le plus embêtant, le plus inquiétant pour l'Europe entre ce qui arrive au Royaume-Uni et ce désaccord franco-allemand? Parce que vous disiez, les Allemands sont prêts désormais à mettre de l'eau dans leur vin, Louis, vis-à-vis des autres Européens. Sur la question énergétique, on voit la France pousser à un découplage des prix du gaz et de l'électricité, et l'Allemagne dire non. Et le Conseil des ministres franco-allemands a été décalé, reporté. Oui, c'est vrai que ça a été décalé, mais ce qui est, je pense, le plus important quand je parlais que l'Allemagne est prête à mettre de l'eau dans son vin, c'est plus au niveau de l'intervention de la BCE ou au niveau budgétaire, vous savez, pour les fameuses règles qu'on a vécues pendant toutes les années 2012. Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est ce qui se passe en Angleterre. Par exemple, l'Italie, depuis plus de 50 ans, n'a plus de gouvernement. Et ça n'a pas empêché l'Italie d'être une des meilleures performances boursières, en tout cas même dans les small et mid cap, parce que on apprend de plus en plus, qu'en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, en tout cas le plus en tant que gérant action, c'est, même si bien évidemment il faut regarder les taux, parce que c'est les taux qui drivent toujours le marché action, c'est que le marché italien, même sans gouvernement, a réussi à faire des performances boursières magnifiques, parce qu'il y a beaucoup de sociétés indépendantes qui s'en sortent. Vous dites sans gouvernement, en fait ils ont trop de gouvernements. Mais oui, ils ont eu trop de gouvernements successifs. Ne pas en avoir. Après, c'est comme la France. La France, avec tout ce qui s'est passé, les gilets jaunes, toutes les problématiques, les élections, ce qui se passe avec les NUP au gouvernement, le 49.3, si on prend un peu de recul et on voit quelqu'un à l'extérieur, on peut dire, oula, en France, c'est catastrophique. Mais voilà. Donc c'est vrai que, ok, certes, c'est quelque chose à monitorer, mais aujourd'hui, on ne voit pas de dégradation de ce qui s'est passé au UK sur le reste de la zone euro. Et pour l'instant, c'est assez rassurant. Louis, les publications des entreprises et surtout l'état des marchés, ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est que les marchés, les indices progressent alors qu'on a une nouvelle tension obligataire. Le 10 ans américain est sur un taux de 14 ans. Et pourtant, ça n'empêche pas les actions de progresser. C'est nouveau, ça. Ouais, c'est peut-être l'excès de pessimisme, peut-être des rachats de short, on a vu, parce que finalement, les publications du T3 sont encore assez bonnes.
Il faut rappeler que c'est vraiment les publications du T4 où les effets de base vont être vraiment beaucoup plus compliqués le premier trimestre l'année prochaine. Donc la combinaison de tout ça fait peut-être que finalement les shorts se rachètent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez bizarre parce que il y avait un gros consensus qui était de dire allez, à 4%, la dette américaine, elle est à THTA. Là, on a cassé le plafond de verre 4,15. Chose qu'on peut dire sur le taux 10 ans, clairement, là, il peut monter encore beaucoup plus haut parce que de toute façon, il y a les 75 points de base de hausse de taux qui sont acquises au novembre. Et souvent, il faut savoir que les taux nominaux et les taux réels piquent quand la Fed arrête de faire ses dernières hausses de taux. Donc normalement, on peut dire si c'est en début d'année prochaine, il reste peut-être plus que 70 jours. Donc c'est vrai qu'à part s'il y a vraiment une récession catastrophique qui arrive de là, pendant les 70 prochains jours, on peut penser que les hausses de taux aux États-Unis vont continuer, avec que ça soit du 2 ou 10 ans, même si la courbe continue de s'inverser. Donc pour le moment, dans cette thématique-là, peut-être avec des chiffres d'inflation qui, une fois de plus, seront, même si tout le monde dit que c'est encore transitoire, on a tout un pic, ça continue. Pas de précipitation, même si on y va tout doucement à commencer à acheter la dette, parce qu'il y a toujours l'arbitrage action-govies aux États-Unis. Donc oui, on peut en faire un tout petit peu, mais attendons quand même un peu plus longtemps pour y retourner plus massivement. Et dans ce contexte, des sociétés qui de temps en temps, là on voit le Nasdaq qui rebondit, pour moi je pense que c'est plus des rachats de short, parce que c'est assez antinomique, parce que quand vous regardez la prime de risque, plus les taux montent, plus la prime de risque baisse aux États-Unis, sachant que maintenant, le marché s'est plutôt stabilisé. Donc, moi, on m'a toujours expliqué que le marché de taux est beaucoup plus fort et lead toujours plus le marché action. Donc, quand même, prudence, en tout cas, sur les large cap actions à court terme. Est-ce que pour l'instant, les toutes premières publications, on est vraiment au début, sont de nature à rassurer? Elles sont plutôt très bonnes. Après, vous savez comment ça se passe. Il y a eu des révisions à la baisse de Fed. Donc, aux États-Unis, souvent, c'est un peu meilleur. Donc, le marché applaudit. Mais c'est vrai qu'on voit que cet été, c'était peut-être le dernier trimestre, après le deuxième trimestre, où le consommateur était quand même très présent. Les gens cet été avaient envie de sortir, de voyager, de consommer. Et on va dire vraiment les mauvaises nouvelles sont vraiment arrivées, on va dire, depuis fin septembre. Donc ça y est, le mois d'octobre, novembre, décembre, en plus avec des effets de base très compliqués, ça va pas être pareil. Et c'est pour ça que les publications sont bonnes, mais souvent les guidance sont beaucoup plus compliqués pour les T4 et il y a même beaucoup de sociétés qui veulent toujours pas se prononcer pour l'année prochaine. Donc c'est ça ce qui est un peu plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui peuvent faire des warnings qui ont tellement baissé, qui vont même monter sur certaines publications. Néanmoins, les valorisations qui sont chères, attention, hein, on a vu des sociétés qui se payent toujours très cher comme Virbac ou comme Mips qui ont un peu déçu les attentes et qui, malgré une forte baisse, ont continué de fortement chuter. Mais est-ce que finalement, sur le luxe, l'enchantement est passé ? Ça reste assez timoré. Rappelez-vous, au deuxième trimestre aussi, ce qui expliquait également la fameuse hausse du mois de juillet, outre le fameux pivot de la Fed, c'est que là, on peut penser que voilà, les gens sont un peu timorés. Oui, certes, c'est des vraies machines. On a vu que les valorisations sont quand même devenues beaucoup plus faibles. Hein. LVMH paye à peine 20 fois les price to earnings. Mais c'est sûr que ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que pendant des années, il y a beaucoup de gens qui avaient emprunté des taux pas chers pour aller acheter les injections. Pour l'instant, ces gens-là ne sont pas encore complètement sortis. On voit qu'au retail, ça commence un peu à sortir aux États-Unis, mais ils n'ont pas encore eu des flux massifs de rachat. Il y a eu sur les taux. Et c'est pour ça que quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est la volatilité qu'il y a sur les taux est beaucoup, beaucoup plus élevée que la volatilité, vous savez, l'indice de la peur, le VIX, qui est aux États-Unis. Donc c'est pour ça que nous, on continue de se focaliser à fond sur les taux et on voit que les taux continuent de monter et la volatilité est beaucoup plus importante que sur la volatilité action. Et je continue de penser que c'est plutôt les taux qui vont donner raison. Donc c'est pour ça que on continue de penser que là, la remontée des marchés récentes, c'est plus le énième bear market rallye, en tout cas pour les large caps. Donc, le cycle macroéconomique, on va être dans le trou peut-être début deuxième trimestre l'année prochaine. Et vous savez quand ça se passe, le marché souvent anticipe avant. Voilà, donc nous, c'est hyper compliqué, mais en tout cas, on va continuer de regarder les hausses de taux et de voir que dès qu'elles vont un peu commencer à plafonner, et de voir que ce fameux 2 ans US va être un peu plafonné ou rebaissé, là, ça sera vraiment un vrai signal d'achat. Donnez-nous des idées de valeur dans lesquelles vous croyez pour la suite. Alors nous, pour la première fois depuis très longtemps, on a sur le marché des small caps, on a eu le fameux sell-off qu'on a eu sur le mois de septembre. C'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire qu'il faut acheter les small caps aujourd'hui, mais le marché est devenu tellement consensuel d'être long dollar, long défensive, et vous savez que les small caps sont un petit peu plus cycliques. Et aujourd'hui, on voit que les cycliques ont arrêté de sous-performer les valeurs défensives. C'est devenu tellement consensuel, et aujourd'hui, même quand il y a des marchés de sell-off, les valeurs cycliques ne sous-performent plus. Et très souvent,
comme nous, on pense que les large cap vont peut-être toucher leur point bas d'ici quelques mois, quelques semaines moins, on ne sait pas. Mais souvent, les small caps touchent leur point bas, vont arrêter de sous-performer les large cap 3 mois avant. C'est ce qui s'était passé dans la crise de 2011, la crise de 2008. Les small caps avaient arrêté de sous-performer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gens sortent avant massivement. Non, il y a une crise de liquidité, donc c'est des valeurs qui sous-performent très fortement les large caps. Ça y est, la sous-performance, elle est là, elle a été actée. Les liquidités sont sorties. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de dire allez-y massivement dans les small caps, etc. Mais on dit c'est le moment d'y retourner. Ça fait 4-5 ans que plus personne met des pieds dedans. Ça va arrêter de sous-performer les large caps. Et surtout que 2023, quand on a touché le point bas et qu'on va repartir 2023, je ne sais pas combien d'années, dans un nouveau cycle économique avec de l'inflation très différente des banquiers centraux qu'on a eu pendant les années, qu'est-ce qui s'était passé dans le cycle 2003-2007 ? C'était une surperformance des small caps et des cycliques et pas du tout des valeurs Nasdaq. Donc nous, on revient sur les small caps, sur les cycliques et pas du tout sur les valeurs à fort PE, comme je le disais tout à l'heure, qui, elles, peuvent continuer de sous-performer, même si elles sont déjà en forte baisse depuis le début de l'année. On regarde le price to book, qui est aussi un autre indicateur, donc non de compte de résultat. On est revenu à une fois le price to book sur le MSCI Small ou CAC Small, qui était en ligne avec 2011-2012. Donc c'est vrai qu'on a pu faire en 2008 un peu plus bas. Et à chaque fois que les PE de ces indices ont touché les 8 ou les 9, il y a eu des très forts rebonds l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'on privilégie fortement la classe d'actifs small cap pour 2023.